Le génie de Beyrouth, rue de la Fortune de Dieu, c'est le tome 1. On attend avec impatience le tome 2 et 3. Quand on a lu le premier et apprécié le dessin, d'ailleurs, on en parlera de Léna Merey. On est dans les années 1970. Pardon, on est dans les années 1970 à Beyrouth, dans la rue donc Riscala, hein, rue de la Fortune de Dieu. À quoi elle ressemble cette rue? C'est une toute petite rue qui n'a aucune importance, qui est parallèle à la mer, qui est pas loin du centre-ville, dans laquelle il y avait un tas de gens très différents qui vivaient. C'est-à-dire qu'à Beyrouth, il y avait des quartiers qui étaient nettement chrétiens, des quartiers qui étaient nettement musulmans, mais il y avait autour du centre-ville un tas de rues comme celle-ci, c'est-à-dire avec un coiffeur arménien qui vendait des cigarettes, un teinturier chiite, une famille chrétienne qui avait des problèmes pour vendre son appartement parce qu'il était vendu. Il y a vraiment des problèmes extrêmement quotidiens. Des familles juives? Une famille juive. Comme la vôtre? Aussi, comme la Vous mienne. êtes juif libanais d'origine syrienne? Absolument, c'est bien ça. Ouais. Et donc, mais je n'ai pas du tout voulu aborder ce livre par ce prisme. Ouais. Par ce prisme. J'ai voulu l'aborder comme si c'était la rue qui était le personnage. Et que donc on découvre la rue, on découvre les différents voisins, ce qu'ils font et comment ils vivent ensemble. Il y a en particulier un hôtel où vivent des artistes, entre guillemets, c'est-à-dire des entraîneuses qui vont dans les bars du front de mer qui est pas loin pour faire boire les clients. Il n'y avait pas encore le cocktail Doudou qui est dans le roman de Clarazel. On a vérifié avant l'émission, vous ne connaissez pas ce cocktail, avec modération. Pas encore. Et puis progressivement, il commence à y avoir des doutes, il commence à y avoir les regards qui changent. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'histoire de comment une rue tout à fait tranquille bascule dans la guerre. Et en suivant cette histoire, qui est vraiment contée comme un conte, on se rend compte que c'est toute l'histoire du Liban, toute l'histoire du passage de la paix à la guerre. Comment chacun se bat pour soi et comment les voisins deviennent les ennemis, en fait, alors qu'ils étaient hier ensemble. Oui, c'est ça. Alors, mais seulement, il y a quand même le génie. C'est-à-dire que le génie de Beyrouth, c'est un esprit qui règne, comme ça, invisible, qui règne, qui fait que, malgré tout, il y a quelque chose qui empêche la haine, qui empêche la guerre, qui revit tout. Alors c'est quoi? J'allais dire comment vous le définiriez. C'est un esprit, mais comment ça se ressent, comment ça perçoit, comment, peut-être comme vous le disiez tout à l'heure, comment ça revient aussi au fil des années et des décennies? Eh bien, c'est, comment dire, tous ceux qui ont vécu, par exemple, le siège de Beyrouth pendant 82 se rendent compte en 82 que c'est vrai que la situation était terrible, c'est vrai qu'il y avait des bombes, c'est vrai qu'il y avait une situation... Mais malgré tout, tout le monde rigolait. Malgré tout, tout le monde faisait des affaires. Malgré tout, tout le monde se réunissait entre amis et commençait à boire le café. Cet esprit-là, qui ne prend pas au sérieux ce qui se passe, c'est le génie de Beyrouth. À boire le café, mais à lire aussi dans le bar du café. Ça, c'est le trait d'union de cette mosaïque. Voilà, c'est ça. Et puis, soudain, il y a une catastrophe. On a l'impression que le génie de Beyrouth a disparu. Franchement, c'est ce que je croyais depuis... 30 ans que la situation est devenue épouvantable. Et soudain, on voit un président de la République qui est élu, un Premier ministre qui est nommé, qui sont les deux hommes les plus intègres qu'on ait jamais vus dans ce pays, qui arrivent à former un gouvernement. On se dit, mais c'est impossible. Ça, c'est la situation actuelle. Plusieurs années après l'explosion du port, après la nouvelle guerre entre Hezbollah et l'armée israélienne. Absolument. Soudain, il y a une espèce d'alignement de planètes qui fait qu'une chose impossible arrive. Qui fait qu'une chose inespérée arrive. Comme il y a, en 2019, soudain, la jeunesse libanaise s'est complètement soulevée en disant on en a marre de cette classe politique, tous. On veut se débarrasser de tous et faire autre chose de nouveau. Pour autant, beaucoup sont partis aussi. Beaucoup sont partis après l'échec. Après l'échec. Mais que ça se soit passé, ça, c'est le génie qui voyage sous terre et qui reparaît de temps en temps. Léna Merey, au dessin, comment elle apporte cette touche de génie? Alors comment avez-vous travaillé? Parce que moi, je ne sais pas dessiner, malheureusement. Et donc, j'ai cherché des dessinateurs une fois que j'avais écrit l'histoire. J'en ai rencontré un certain nombre. Mais le dessinateur algérien, il dessine un épicier comme un épicier algérien. Il me fallait vraiment quelqu'un qui sache à quoi ça ressemble, et les maisons et les rues, et l'épicier en l'occurrence. Et finalement, Léna Merey m'a été présentée. Et c'est une fille formidable parce qu'elle a fait une association pour soutenir la bande dessinée au Liban. Et que tout le monde apprécie énormément. Et on a travaillé ensemble vraiment comme si elle amenait les couleurs et j'amenais le texte, d'une certaine façon.